Mais dis-moi, tu es rayonnant en ce moment. C'est vrai, tu trouves? C'est gentil ça. C'est peut-être ma nouvelle crème hydratante. Tu veux la ref ou pas? Non mais sans déconner, y a un truc qui a changé dans ta vie? Bah écoute, disons que depuis quelques temps, j'ai rencontré quelques personnes plutôt cool, ouais. C'est-à-dire? Ça te dit un truc, la base secrète? Mais attends, c'est pas une secte ça? Et voilà, tout de suite les grands mots. C'est juste qu'on se réunit 3 à 4 fois par semaine, qu'on a quelques rituels, une divinité vers qui se tournent nos prières. Bon ok, t'as peut-être raison. Mais sache que moi, j'y suis heureux. J'ai enfin des gens avec qui je peux parler d'Urasawa sans paraître pour un fou. Tu devrais venir essayer un jour, juste pour voir. Oula, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais si! Tiens, attrape ça et lis-le. Je suis persuadé que ça te donnera envie de venir y faire un tour. C'est quoi? C'est un peu notre texte religieux à nous. Si tu veux bien, laisse-moi t'en parler un peu. Laisse-moi te parler de 20th Century Boys. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous 2 histoires. On a tous déjà eu l'espace d'un instant une idée qui nous semblait révolutionnaire. Mais le moment fait qu'on ne peut pas s'en occuper, qu'on n'a pas le temps de la noter, et on se dit qu'on s'en rappellera après. Sauf que non. Et voilà comment a peut-être disparu la solution à la fin dans le monde. En tout cas, Urasawa, lui, ne s'y est pas trompé. À peine le dernier chapitre de Happy bouclé, il se permet de profiter d'un bon bain, et là, illumination. Il imagine une scène au siège des Nations Unies où un homme au micro demande à la foule d'applaudir les gens sans qui l'humanité n'aurait pas vu le 21e siècle. D'emblée, il sort de l'eau, se munit d'un crayon, d'une feuille et gratte l'ébauche de ce qui deviendra un énorme succès. On peut déjà y lire 20th Century Boys. Il faxe tout ceci à son responsable éditorial et ce dernier lui demande s'il peut imprimer à côté de la dernière planche du dernier chapitre de Happy qui s'apprête à sortir 20th Century Boys, Naoki Urasawa, Next Work Coming Soon. Pour ceux qui ne pipent rien à l'anglais, ça veut dire 20th Century Boys, le prochain travail de Naoki Urasawa arrive bientôt. Mais le mangaka hésite. On est en 1999, le dernier chapitre de son manga de tennis est attendu pour le 29 mars, sa femme s'apprête à accoucher de leur fille vers mai, et il est physiquement et moralement épuisé. Il faut bien réaliser qu'il travaille sur 2 œuvres à la fois, Happy dans le Big Comic Spirit et Monster dans le Big Comic original. S'apprêtant à devenir père pour la première fois, il avait envisagé de prendre des vacances avant de devenir provisoirement père au foyer, se jurant à lui-même d'en finir avec ce rythme infernal et de ne plus faire de sérialisation hebdomadaire. De plus, il se dit qu'il pourrait trouver un meilleur titre. Mais il faut croire que l'appel de la création artistique est trop fort, car il accepte. Sera donc imprimé l'annonce, mais sans le titre. Avec une scène d'introduction mettant en jeu le sauvetage de l'humanité, permettant à cette dernière de goûter au soleil du 21e siècle, il réalise qu'il ne lui reste que les quelques mois de 1999 restants et l'année 2000 pour démarrer son histoire. Finalement, il se lance dans l'écriture de 20th Century Boys et le premier chapitre paraît le 18 octobre 1999. Mais avant d'en arriver là, il devait régler ses principales questions sur l'intrigue. Comme à son habitude, il va à la rencontre de Takashi Nagasaki, son co-scénariste sur la majorité de ses œuvres et fraîchement nommé rédacteur en chef du Big Comic Spirit. Il lui expose son idée d'une bande d'enfants sans qui le 21e siècle n'aurait pas vu le jour, mais se pose à lui la question de savoir ce qu'ils doivent affronter. Urasawa propose des kaiju, ces monstres géants dont raffolent les Japonais. Mais Nagasaki rétorque « Mais non, une secte !» D'abord apeuré d'aller sur un terrain aussi glissant, Urasawa accepte après avoir eu l'idée que le leader pourrait s'appeler Ami. Les grandes lignes étant posées, le travail peut commencer. À terme, le manga se composera de 22 tomes auxquels il faut ajouter les 2 tomes de 21st Century Boys. Attention, 21st n'est pas un spin-off, une histoire alternative ou que sais-je. C'est la suite directe du manga et il faut l'avoir lu pour avoir complété la lecture de l'œuvre. La raison pour laquelle la série a ainsi été divisée, c'est parce que Urasawa s'est gravement blessé à l'épaule, n'ayant plus la force de dessiner. Il voulait prendre une pause, mais il trouvait cela malhonnête. Alors, il a demandé à son éditeur d'imprimer fin sur la dernière page du chapitre qui clôture 20th Century Boys. Une fois que ça allait mieux, il est revenu terminer l'œuvre. Ils ont pris le parti de changer le titre car l'état d'esprit du mangaka avait changé. Il ne voulait pas être nostalgique du passé, mais voulait au contraire se tourner vers le futur, se tourner vers le 21e siècle. En France, l'œuvre a été éditée par Panini. Le manga est publié dans un format perfect qui correspond à des doubles volumes grand format. Il y a donc 11 tomes pour 20th et 1 tome pour 21st.
Le manga est traduit par Vincent Zuzulkowski et lettré par Lara Latucci. Attention, il faut bien acheter la version perfect comme vous pouvez le voir à l'image et non la version deluxe. La raison est la suivante. La fin entre les deux versions n'est pas la même. En effet, lors de l'adaptation de son manga en une trilogie de films live action, il a été demandé à Urasawa de penser à une fin alternative. Celle qu'il a trouvée lui plaisait plus que celle initialement créée, et il a fait en sorte que ça devienne la vraie fin du manga. On parle d'un ajout d'1 à 2 pages par rapport à ce qui existe déjà, mais qui vient changer pas mal de choses. Donc, si vous souhaitez avoir la vraie fin, ou en tout cas celle qu'Urasawa préfère, il faudra donc prendre la version perfecte. Par ailleurs, Panini a aussi édité Recueil d'histoires d'Ujiko Ujo, qui est un spin-off où on y suit les mangaka que l'on retrouve dans le manga d'origine, et qui essaie de faire une histoire qui révolutionnera le monde. C'est du pur troll, alors ne vous attendez pas à quelque chose de fou. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Les premières pages de 20th Century Boys prennent place en 1997. C'est l'histoire de Kanji, un trentenaire qui tente de s'en sortir entre son boulot, ses rêves passés qu'il ressasse et l'aspect plutôt triste de son quotidien. Cette vie d'échec et d'espoir déchu qu'il semble mener résonne avec une phrase qui lorgne la première de couverture sous la jaquette du premier tome de la Perfect Edition. Celle-ci dit « Les enfants que nous étions alors riraient sûrement s'ils nous voyaient aujourd'hui. » Bambin, nous nous sommes tous déjà rêvés héros, protégeant la Terre d'une menace que rien ne semble en mesure de contrer. Rien sauf vous. Kanji et ses amis, eux, ils avaient tout écrit dans un manuel. Du début de la destruction de la planète par les grands méchants, jusqu'à la façon dont ils finiraient par sauver la Terre, les érigeant alors en héros aux yeux de tous. Mais voilà qu'une secte voit son influence grandir de jour en jour. À la tête de cette entité, on retrouve un personnage mystérieux qui se fait appeler Ami. Cette secte utilise pour emblème le symbole que Kanji et ses amis avaient créé pour leur groupe étant enfants. À cela, on doit ajouter la survenue d'événements bizarres qui voient le jour un peu partout dans le monde et qui semblent curieusement suivre à la lettre ce qui avait été inscrit dans le manuel de leur enfance. Se pose alors la question de l'identité d'Ami et de la nature de ses intentions. En tout cas, la seule certitude, c'est que les seuls à détenir la clé pouvant sauver la Terre de la menace qui l'attend sont Kanji et ses amis d'enfance. La nature de l'antagoniste de cette œuvre, en la personne d'Ami, nous plonge forcément dans l'univers des sectes et de leurs mécanismes. On a droit à la figure du leader charismatique qui par son discours et ses actions attire l'admiration, menant, pour ceux qui deviendront des fidèles, à l'adoration. Quand Ami s'élève et s'immobilise dans les airs, lévitant aux yeux de tous ceux qui ont l'honneur d'assister à la scène, quand il est capable de tordre des cuillères d'un simple contact de sa main, la question se pose. Supercherie? Pas supercherie. En tout cas, il attire forcément les regards à lui. Et alors, autant les personnes faites d'encre qui ornent les pages du manga que nous lecteurs, nous demandons s'il est une sorte d'élu. Seule personne avec des pouvoirs dans ce monde similaire à celui que nous connaissons et où ne devrait donc pas exister ce genre d'individu. Alors, oui, on se prend au jeu. À celui de croire qu'il est un envoyé de Dieu, ou qui sait, Dieu lui-même. La bande de Kanji, qui cherche à l'arrêter dans son objectif de conquête du monde, se trouve à leurs yeux dans la position de ceux qui chassent le grand méchant. Mais ont-ils vraiment raison? Contester un être de nature divine ne fait-il pas au contraire de vous le méchant de l'histoire? Un leader n'est rien sans ses suiveurs. Il a besoin d'eux autant qu'eux croient qu'ils ont besoin de lui. Se met alors en place toute une machination pour recruter de plus en plus de membres. Face à une population acquise à sa cause plus importante, il faut ensuite être en mesure de la contrôler et de l'influencer comme souhaité. Et quel outil plus efficace existe-t-il pour consolider un groupe que l'émergence d'un ennemi commun? C'est en tout cas ce genre de questionnement autour du contrôle des masses, de la manipulation des informations et de la création d'un culte de la personnalité poussant à l'idolâtrie qui imprègne les pages de ce manga. Tout ceci découlant de la secte d'Ami. Dans l'œuvre dont vous vous apprêtez à découvrir les planches, se dégage un fort sentiment de nostalgie. Autant dans Monster on voyage beaucoup dans l'espace, passant d'un pays à l'autre, autant dans 20th Century Boys, on voyage beaucoup dans le temps. En utilisant habilement les flashbacks, Urasawa nous permet d'observer les différents membres de la bande de Kanji à divers moments de leur vie. On y constate leurs échecs, leurs réussites, leurs joies, leurs peines, mais surtout le questionnement qui semble sous-tendre chacun d'entre eux
est celle de la fidélité. D'abord, une fidélité envers soi-même. À ces âges où on rêve d'un avenir idyllique, avec des promesses plein les yeux et des espoirs emplissant le cœur, on se dit qu'on aimerait accomplir des choses. Et cela en se tenant à un cadre de valeurs dont on pourrait être fier, s'apparentant bien souvent au courage, à la gentillesse, etc. Mais la 30e bougie soufflée, le bas du dos douloureux, on peut dans un premier temps se demander si on a été fidèle à nos rêves d'enfant, et ensuite s'interroger sur qui nous sommes aujourd'hui. Suis-je devenu ce que je critiquais? Ce manga nous pousse à continuer à croire en nos rêves et nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Enfin, il y a une question de fidélité envers les autres. Dans cette aventure où on cherche à déterminer l'identité d'amis, anciens membres de leur groupe d'enfance, l'interaction avec les autres et les souvenirs partagés sont la base du récit. À ces âges où les fondations de notre individualité reposent sur du sable mouvant, chaque jour peut devenir un événement et tout un chacun peut se métamorphoser en héros ou poison de votre histoire. Une phrase qui semble anodine, une blague qui se répète inlassablement, une mort, une injuste accusation. Toutes ces choses, et on pourrait en citer bien d'autres, peuvent changer votre vie à jamais. Quand la bande de Kenji se réunissent et qu'ils doivent confronter leurs souvenirs, auront-ils tous le même, fidèles à ce qu'il s'est passé, ou l'auront-ils vécu chacun à leur façon? Ils devront se mettre sur la même longueur d'onde s'ils veulent trouver qui est ami et pourquoi agit-il ainsi. Tu n'as pas peur des gros méchants poissons? Si vous vous décidez à vous lancer dans ce manga, je vous invite à prendre rendez-vous avec un cardiologue avant, pendant et après votre lecture. Parce que oui, votre cœur risque de sortir endommagé, à l'instar de l'extinction de voix qui vous attend face aux événements auxquels vous allez faire face. Les rebondissements et les révélations qu'offre cette œuvre sont du calibre où vous vous arrêtez de lire, vous vous dites « Attends, c'est pas possible là ». Vous relisez, vous êtes toujours sous le choc, et il vous faut alors poser le tome pour remettre en question votre vie. Vous trouvez que j'en fais trop? Ok, je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir, et ensuite j'attends que vous veniez vous excuser dans les commentaires. Mais une histoire de qualité ne peut pas se résumer à ces moments épiques qui vous défrisent. Il faut y ajouter des personnages qui transcendent le récit. Comme à son habitude, Urasawa nous propose des personnages secondaires si bien introduits et narrés que pour chacun d'entre eux on souhaiterait avoir un spin-off. Mais ceux qui mettent vraiment la lumière sur ce manga sont la bande de Kenji, le susnommé, et Ami. Ils ne manqueront pas de vous toucher, de vous attendrir, de vous énerver, de vous faire rire, bref, des personnages bien écrits. Urasawa et Nagasaki s'inspirent de faits réels qu'ils incorporent à leur récit. Par exemple, la secte d'Ami dans le manga repose sur une secte du nom de Vérité Suprême Dome qui a vraiment existé au Japon et qui est tristement connue pour ses attentats au gaz sarin. Mais je ne vous en dis pas plus dessus non plus, car une vidéo arrive bientôt à ce propos. Urasawa achève Monster en 2002, mais dès 2003, il attaque la création d'un nouveau manga avec Pluto. Ce dernier et 20th Century Boys sont à leur façon l'incarnation des messages que veut transmettre le mangaka à son passé. Tandis que Pluto semble dire « merci », en étant un hommage à Tezuka, celui qu'il considère limite comme un dieu, lui qui a créé des œuvres qui ont marqué le jeune Urasawa. De l'autre côté, 20th est le réceptacle de l'essence de l'auteur qui y met son récit et ses anecdotes personnelles. Comme il le dit lui-même, 20th Century Boys est sa façon de dire pardon. Kenji est un musicien raté qui n'a pas eu la carrière dont il rêvait dans le rock, et ce, comme Urasawa. La scène d'introduction de l'œuvre, où un élève met la chanson 20th Century Boy du groupe T-Rex dans les haut-parleurs du collège en espérant que les choses allaient changer pour lui, eh bien cet élève, c'était vraiment lui. C'est un vrai épisode de sa vie. Et des comme ça dans le récit, il y en a plein. Évidemment, ici on ne spoil pas, donc je ne les citerai pas. Mais je prépare là aussi une vidéo pour les curieux qui souhaiteraient en savoir plus. Par ailleurs, si le manga est imprégné de nostalgie, c'est parce qu'Urasawa y met ses souvenirs, ses références. De l'exposition universelle de 1970 à Osaka à des références directes à Ashita no Joe, qui est un des grands mangas de son enfance, ou encore quand on apprend dans le second chapitre du manga la mort d'un étudiant qui s'appelle Shotaro Kaneda et qui est là une référence au manga Tetsujin 28 Go. Dans son récit d'origine, Shotaro Kaneda, qui aura d'ailleurs inspiré Otomo pour le personnage principal d'Akira, qui s'appelle lui Kaneda Shotaro, contrôle un robot puissant qui ne doit surtout pas tomber dans les mauvaises mains. Mais s'il est mort au chapitre 2, alors qui en a désormais le contrôle? C'est sur cette interrogation que je vais clore cette vidéo en espérant vous avoir donné envie de lire cette série et que vous rejoindrez bientôt la secte, vous aussi. Et moi je vous dis à la prochaine.